Bien, 14h30, nous reprenons par rapport à notre timing qu'il nous faut conserver. Nous allons passer 2 heures ensemble avec notre prochain invité que je vais vous présenter. 2 heures qui seront suivies en fait de 7 heures de conclusion. Donc nous terminerons à 17h30. Il n'y aura pas de pause. Nous allons enchaîner en fait les différentes interventions. Alors, je voulais un peu annoncer au début de ce séminaire, on est entré un peu avec la valeur client qui nous a donné un peu une clé d'entrée dans l'identité de marque. On va, avec Gérard Caron, qui est président en fait de Design Corporation, essayer de comprendre ce qui se cache derrière une identité de marque. Gérard a travaillé avec pour plus de 1200 identités, 1200 entreprises, et qui, mieux que lui, pouvait nous dire comment finalement tout ça se construit, tout ça s'élabore pour faire ce qu'on est et pour faire finalement ce qui se construit comme une identité. Gérard, vous avez toute notre attention. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Qu'est-ce qui marque une marque ? Qu'est-ce qui marque une marque dans l'esprit d'abord des collaborateurs ? Ça commence toujours par là, ça commence ici une marque. Et puis dans l'esprit de ceux qui nous font l'honneur de nous acheter, d'acheter nos produits, nos services. Comme Xavier vient de le dire, j'ai effectivement travaillé sur de nombreux cas et on ne peut pas, en tant que designer, à un moment, ne pas s'interroger sur le fait de mais quel est le rôle dans tout ça de la couleur, des mots, Renault, de cette drôle de chose-là, ce losange, ce diamant. Est-ce que ça a un rôle ? Est-ce qu'on pourrait s'en passer au fond ? Ce sont les signes qui marquent une marque. Si je dis marque une marque, parce que c'est marquer le territoire, marquer l'identité d'une marque. On sait tous ici que Renault, ce n'est pas simplement des voitures. C'est bien plus que ça. Et c'est là où ça devient assez complexe. Alors, je parlais de tout cela à un professeur d'anglais à New York, tout début des années 90, parce que j'installais mon agence là-bas, et puis j'avais prévu donc d'améliorer mon anglais qui est très perfectible avec un professeur, qui est un Américain bien sûr, d'une trentaine d'années, et qui venait discuter avec moi pendant 1 heure chaque jour. Et donc au bout d'un certain nombre de semaines, il avait l'habitude de m'entendre parler de formes, de symboles, de couleurs, de toutes ces choses-là. Pas simplement donc du graphisme, des lettres, mais du sens de tout ça. Et on passait donc 1 heure, c'était le vendredi soir toujours. Puis un vendredi soir, il arrive et il me dit « Monsieur Caron, aujourd'hui, c'est moi qui vais parler. » Ça m'arrangeait bien d'ailleurs, je n'avais pas d'effort à faire ce jour-là. Et il commence une histoire bizarre, il commence à me dire « Vous savez, en réalité, je suis un Amérindien. » Et j'étais un cacique indien, donc je suis d'ailleurs, donc on va dire une personnalité, pour parler dans notre langage. Et lorsque j'étais petit, il m'a donné l'âge, est-ce que c'était 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. On m'a mis au milieu du village dans un trou dans la terre qui faisait à peu près 1,50 m de profondeur. Et on m'a laissé là 24 heures, de façon à sentir les vibrations de notre mère, la terre. Vous vous doutez bien que je me posais des questions, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qui lui arrive? Et il continue, il parle sur ce ton-là pendant 1 heure, jusqu'au moment où il me dit, vous savez, vous m'avez beaucoup parlé de symboles. Eh bien, symboliquement, on va revenir en arrière, est-ce qu'on peut se mettre sur la première image? Ce sera mieux. Ça, je vais vous en parler parce que, vous voyez, un cas d'image par le signe. Comment est-ce que... C'est rare qu'un logo, qu'une marque comme ça, puisse véhiculer tout
tout un enseignement. Alors je vais aller là directement, c'est peut-être plus simple. Hein. Voilà. Hein? En fait, avec la... Ici. Il ne faut pas revenir, si vous revenez, il faut repasser. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Comme quoi tout s'enseigne. On ne peut pas avoir moins de lumière sur l'écran, monsieur? C'est difficile peut-être. Alors on revient sur ce professeur-là qui me dit, eh bien, oui, vous êtes dans la campagne, vous voyez un Amérindien en loin, comme ça. Mais regardez bien, vous, occidental, vous n'en voyez qu'un. En réalité, un Amérindien, ça n'est jamais seul. C'est toujours accompagné d'un classique. Alors, j'étais assez étonné. Il me dit, vous comprenez, parce qu'un Indien sans son classique perd tous ses repères. Et un classique sans son Indien devient fou. C'était la fin de son heure d'intervention. Il est parti, bien entendu. Il n'est jamais revenu, c'est-à-dire qu'il s'est fait remplacer par au cours suivant. Et j'ai appris que ce cours-ci, qu'il ne m'avait pas fait payer, c'est lui qui l'avait payé. Donc, il a voulu me laisser un message. Et je me suis dit, mais après tout, qu'est-ce qu'il me raconte là, ce monsieur? Il me raconte que nous sommes toujours deux. La métaphore de l'Amérindien, je ne suis pas dupe, hein, ça nous concerne. Nous sommes toujours deux, et en vérité, l'ancestrale tradition amérindienne savait, d'une façon symbolique, métaphorique certes, que nous fonctionnons sur deux cerveaux. Qu'au fond, nous savons que nous sommes masculins, féminins, nous savons bien ça, et que ça correspond scientifiquement à quelque chose. Mais comment est-ce qu'on pouvait le savoir il y a des centaines d'années? Bon, nous avons notre cerveau gauche, qui est le cerveau du rationnel, vous devez travailler beaucoup là-dessus, certains d'entre vous, la logique, le pourquoi des choses, le langage. On qualifie de cerveau masculin. Et puis nous avons le cerveau qui est créatif, qui est impulsif, qui est celui de l'imagination, celui de l'image, celui de la survie, qu'on qualifie de cerveau féminin. Alors je l'ai là, mon Indien, qui sans son classique, sans la raison, devient fou, perd son repère. Et puis le classique, qui a besoin d'imagination, qui a besoin aussi de ça. Nous l'avons, autrement dit, et cette intervention a modifié le cours de ma vie professionnelle. Il m'a dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir ça? Mais après tout, quand on regarde le monde, hein, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en vérité, les décisions, comme les décisions d'achat, comment achète-t-on une voiture, comment achète-t-on un appartement, choisir même un compagnon, même une profession, la décision finale appartient au cerveau droit, c'est-à-dire à celui qui est intuitif, celui de l'émotion. Très longtemps, on pensait que le cerveau de l'émotion servait à apporter un peu d'imagination, de créativité au cerveau, à les décisions rationnelles, donc modifier les cerveaux rationnels, alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Les scientifiques, les neurologues savent aujourd'hui, c'est très récent, que les décisions sont dans le cerveau droit et que la raison apporte une coloration aux décisions, mais pas plus. Regardez l'état du monde. L'état du monde, oui, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une planète merveilleuse, qu'on vive en paix, qu'on puisse se nourrir tous. On sait bien qu'il n'en est pas du tout, c'est pas du tout la situation aujourd'hui. Et pourquoi ça? Parce que les décisions économiques, politiques, s'effectuent d'une façon irrationnelle. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de rationnel, parce que Philippe Stark dit que le designer, c'est le monsieur qui va du droit à gauche, du cerveau droit au cerveau gauche sans cesse. Mais il n'y a pas que le designer qui fait ça. L'Amérindien le fait, c'est ça l'intérêt de cette histoire. Donc, en vérité, l'identité de marque, elle est là. Elle est essentiellement dans ce qui est intuitif, émotionnel, difficile à analyser, difficile à justifier, difficile à cerner. Alors évidemment, on sort des grandes théories sur l'identité de marque, et moi le premier. Parce qu'il faut bien quand même rationaliser, il faut bien essayer de comprendre, il faut bien avancer dans la connaissance. Mais il ne faut pas oublier ça. Alors,
Les décisions d'achat, on le sait aujourd'hui, on va le voir très, très bientôt et très simplement d'ailleurs, pourquoi c'est de plus en plus irrationnel et émotionnel, l'acte d'achat. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous, j'imagine, enfin au moins ceux qui vivent en France, le Petit Marseillais. Alors voilà une marque intéressante, parce qu'elle est relativement récente. Cette marque-là, on s'appuie sur un beau certificat qu'on a retrouvé, qu'on a peut-être acheté. Société des Petits Marseillais, voilà, ça date, ça fleure bien son époque, du savon de Marseille. On crée des jolis packaging, tout simple, des bons produits, bien sûr. On ne fait pas de publicité, et en quelques années, on bat en France L'Oréal sur son propre marché. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel là? Ces produits-là seraient meilleurs que ceux de L'Oréal? Bon, en vertu de quoi? Et le plus amusant, c'est que le Petit Marseillais s'est fabriqué à Dijon, et c'est la propriété d'une société américaine, Johnson & Johnson. C'est tout de même très révélateur de l'époque dans laquelle nous vivons. De même que là, nous sommes à New York encore, comment peut-on choisir raisonnablement son jus de fruits du matin, hein, quand on est face à ça? Alors, bon, vous allez me dire que, bon, peut-être celui-ci, il y a plus de fruits, moins, etc. Mais comment voulez-vous que ce soit un achat raisonné, rationnel, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de raison, de rationalité dans tout cela. Il faut que le jus soit sain, bon, etc., évidemment. Il faut qu'une voiture soit saine, roule et soit... Bon. Mais il faut aussi qu'elle soit attractive. Et c'est cette attractivité de la marque, de l'identité, qui aujourd'hui a beaucoup plus de poids qu'avant. Tout simplement parce que l'offre est surabondante et que nous pouvons nous comporter en enfants gâtés. Oh, j'aime pas. Oh, je zappe, je change. J'ai le choix devant moi. C'est ce que j'appelle la spirale de l'innovation. Un concept germe, peu importe où. Il germe, il est développé, bien entendu. Et puis, on va jusqu'au bout de la chaîne, le design, le marketing, la communication. On lance un concept génial. On fait un succès, parce qu'il est effectivement génial, il correspond à un besoin. Il correspond à des attentes consommateurs qui étaient là pourtant, mais que personne n'avait satisfait. Donc, et puis au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Comme ça marche, il a fait le phénomène du clonage qui apparaît, et puis on ajoute un peu de ceci, puis un peu de piment là, et puis voilà. Et puis du coup, eh bien, mon acheteuse, mon acheteur, il ne va pas se dire « Oh, je vais acheter ce modèle parce que j'ai besoin de ça. » C'est ça mon problème. Hein, c'est cerveau gauche plutôt là. Oui, mais très vite, j'ai le choix entre 12 modèles. Alors, bon, qu'est-ce qui va l'emporter? Évidemment, là, je vais me laisser influencer par les modes, les tendances, les avis de mes enfants, etc. Enfin, tout ce qui fait que le monde aujourd'hui est fluctuant. Et très créatif aussi. Jusqu'au moment où, évidemment, je dois reprendre des initiatives, innover à nouveau pour reprendre le leadership. Mais là, c'est plus difficile qu'ici. Donc, l'identité de marque dans tout cela, c'est évidemment le point concret qui réunit tout cela. On est tellement dans un univers de signes et de symboles. C'est pour ça qu'il est important, et je vous remercie de permettre de parler de ça, parce qu'aujourd'hui, les signes sont importants dans tous les domaines, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans la compétition, que le nombre de prix, de phénomènes, de trophées que l'on remet, etc. Les Jeux Olympiques sont les trophées, qu'est-ce que ce serait? Les drapeaux, les chaussures avec des signes, les casquettes avec des signes, et c'est le symbole. Parce qu'un symbole, c'est un déclencheur d'univers et d'émotions. Vous avez un symbole qui est déjà ancien, même s'il est rénové régulièrement, ça c'est une bonne chose, pour qu'il reste toujours attractif, sexy, pour qu'on redécouvre quelque chose de nouveau à chaque fois. Et voyez, ça me fait penser à une question qu'un journaliste m'a posée en me demandant quel était justement le premier symbole de l'humanité. Et il m'avait d'ailleurs parlé de logo. J'ai dit, écoutez, le logo, c'est trop lié à l'ère industrielle. Je préfère votre première question qui était le symbole. Parce que le symbole est tellement important qu'on prend des risques
on va sur la Lune. Moi, j'ai vécu ça au travers de la télévision. C'est un des moments forts de ma vie, quoi. Vous avez ce bonhomme qui sort d'une espèce d'araignée en papier d'aluminium doré, hein, qui se pose comme ça. Est-ce que ça va tomber ou pas? Et puis, il sort de ces drôles d'araignée métallique. Il pose le pied. On vit ça, hein, avec lui. Et on se dit, il va peut-être s'enfoncer, s'envoler, parce que tout ça n'était que théorique. Il pose le pied. Et puis, tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il plante un logo. C'est quand même un peu fou, ça. Hein. La première chose à faire, oui, c'est vrai que c'était peut-être un petit pas, hein, mais c'était un grand pas pour l'humanité, à condition que ce soit plutôt américain, ce grand pas-là. Hein. Et puis, c'est logique, parce que si ça avait été ça, hein, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on ne vivrait pas tout à fait de la même façon. Mieux ou moins bien, à vous d'en juger. Mais, ça peut être ça. Hein? Si vous aviez financé cette première mondiale. Hein? Parce que c'était logique après tout. Hein? Et cette petite démonstration prouve aussi qu'un drapeau et puis une identité de marque, c'est la même chose. Hein? On y reviendra. Alors ça me permet une transition intéressante parce que figurez-vous que le symbole le plus puissant que nous avons tous en mémoire, tous, c'est la Lune. Alors, jamais vous n'auriez dit ça si je vous avais posé la question. Mais en vérité, les savants, des scientifiques américains, ont prouvé qu'au moment où la Lune apparaissait, la température de notre corps s'élevait. Et c'est une trace des peurs anciennes de l'homme premier, qui n'est pas si loin, hein, qui était intelligent comme nous, je ne parle pas des hommes préhistoriques, hein, intelligents comme nous, mais qui n'avaient aucune explication scientifique, donc le rationnel là-dedans. Évidemment, vous auriez pu dire, mais ça pourrait être le soleil. Non, le soleil, il n'apporte pas, il ne traumatise pas, il apporte la vie, il rassure le soleil. Mais la Lune, qu'est-ce que c'est que cette chose qui parfois n'apparaît pas? Parfois change de couleur, change de forme, fait des jeux bizarres avec le soleil, ça arrive aussi, ça, je l'ai vu une fois ou deux. Et je ne sais pas pourquoi. Alors de là à apporter, vous voyez, beaucoup d'attention à une marque, parce que ça, je n'oublie jamais notre sujet, c'est la marque. Dans la marque, vous ne devez pas non plus tout dire. Il faut réserver dans votre identité de marque une part de mystère, sinon pourquoi est-ce qu'on s'y intéresserait? Pourquoi est-ce qu'on se poserait des questions si on savait tout? Surtout que si le tout ne nous intéresse pas, aucune raison de s'arrêter. Mais quand il y a une part de mystère, là il y a du mystère. Alors mystère, tellement de mystère que vis-à-vis des phénomènes que nos ancêtres très proches, sur le plan neurologique très proches, ne pouvaient pas s'expliquer, ils ont eu le besoin évidemment, c'est la tradition orale, de transmettre ça, d'en parler, d'où ces formidables signes que l'on retrouve dans des régions bien déterminées, qu'on essaie de traduire avec des symboles masculins, féminins, de fécondité, d'adoration du ciel, etc., d'esprit. Mais si on laisse le temps passer un peu, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ben, on peut faire un langage. On peut faire un langage avec des petits signes. On peut très bien se dire, tiens, après tout, si je veux compter mes esclaves, si je veux parler de la récolte des moissons, etc., il faut que je crée une sorte, on va dire, d'alphabet, hein, de logique de signes pour que ça ait un sens. Alors, tous ces signes figuratifs sont intéressants parce que si je veux dire la femme va chercher de l'eau à la rivière, je dessine une silhouette de femme, un récipient, des traces de pas, une rivière. Tout le monde peut lire ça, quoi, avec des mots différents, mais tout le monde va comprendre. Vous voyez, c'était ça l'époque du langage universel. C'était à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous écrire sur un tableau « La femme va chercher de l'eau à la rivière ». Oui, mais voilà, si vous ne connaissez pas le français, si vous êtes même allemand, nos voisins italiens, espagnols, etc., anglais, on ne peut pas comprendre. Donc vous voyez, à partir du moment où l'alphabet, c'est quand même une bonne chose, je ne le regrette pas, hein, mais enfin, l'alphabet a été créé, surtout sur l'impulsion des Sumériens, des Grecs, etc., et puis l'art de compter, un alphabet pour compter aussi, eh bien, il y avait ceux qui savaient tout ça, qui détenaient donc le pouvoir, et
puis tous les autres qui ne savaient pas. Et ceux-là ont tellement été, au fond, dangereux pour les hommes qui étaient puissants et qui ne savaient pas forcément lire et écrire, qu'ils étaient souvent enfermés. Ces scribes, ces moines, etc. On savait où ils étaient. Et pouvaient véhiculer des idées nouvelles. Alors on franchit, on laisse le temps encore passer. Nous sommes toujours dans l'identité de Marc, plus que jamais. Et puis on arrive là dans l'époque, j'allais dire presque moderne, parce qu'avant Jules Ferry, le pourcentage de ceux qui savaient lire et écrire était très faible. Mais on s'arrête au Moyen-Âge, une époque où l'homme avait besoin d'être assuré sur son avenir extraterrestre, et il avait donc des messages à délivrer, des grands messages. Alors il a construit des cathédrales avec des statues et des vitraux, etc. Et tout ça, c'était la Bible en 3D. C'était pas... Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a des mystères, machin, ben, il y a des mystères parce qu'on ne sait pas tout interpréter, quoi. Mais c'est avant tout une façon d'instruire le peuple on allait dans les cathédrales, dans les églises, et puis on expliquait aux enfants, le prêtre expliquait, etc., ce que ça voulait dire. Il apprenait la Bible, on ne savait ni lire ni écrire, il y avait très peu de livres. Bien sûr, on mettait ici les noms du prince, des princesses, etc., de ceux qui avaient financé, quoi. On mettait les sponsors, là. Ça, c'est une vieille technique. Autrement dit, nous étions dans cette situation. Une image qui a un sens, et cette image, vous allez la retenir. Alors que si j'avais commencé par la suivante, celle-ci, vous n'auriez pas retenu. Parce que vous auriez lu l'escalier qui conduit au donjon sans doute, vous auriez lu les images suivantes, et vous aurez descendu l'album de Tintin en 20 minutes. Est-ce que c'est ça la lecture d'une image? Bon, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Nous associons l'image au mot. Nous mettons sous le losange Renault. Et maintenant, c'est obligatoire. Il y a peu de temps, ça ne l'était pas. Il n'y avait que l'image, le symbole. Puis Renault venait, bien sûr. Mais enfin, bon, maintenant, c'est associé. Alors, on était donc, il y a peu de temps, et puis chez Renault, très très peu de temps encore, dans cette époque-là, où on crée des signes pour marquer un territoire, l'identité d'une entreprise et son territoire, qui est plus vaste, bien sûr, qu'un simple logo. Vous voyez, ça, j'étais heureux de retrouver cette image, parce que c'est mon ancêtre. Et c'est des ancêtres qui savaient très bien travailler. Regardez tous les blasons de France et des pays alentours. C'est la création de l'héraldique, 1000 à 1200. Une qualité graphique extraordinaire qui devrait donner beaucoup d'humilité à des gens de mon espèce. Vous voyez, tout cela, ce sont des régions de France. Je ne fais pas l'insulte de mettre à côté les blasons modernes de ces régions-là, mais ça ne tient pas la route. Alors, ils n'ont pas tenu la route, mais ils sont allés sur les mers, nos ancêtres, quelques siècles plus tard, avec tous ces logos-là, parce que ce sont des logos. Il n'y avait pas une région sans son logo, un pays, bien sûr, une famille, une corporation de métier, etc. Ils avaient tous des images comme ça. Ça vient des tournois. Il fallait bien identifier le chevalier casqué, et masqué donc, de l'autre. Donc, d'où les couleurs, les cimiers, etc. Les blasons, les écus, ça vient de là, l'héraldique. Cette nécessité de s'identifier visuellement. Donc, ils sont partis avec leur drôle de manie de planter des logos, y compris sur la Lune, un peu partout dans le monde. Alors que nous avions en parallèle des civilisations merveilleuses, japonaises, indiennes, chinoises, d'autres, qui avaient, on le voit, ça c'est des extraits de films, ils avaient aussi des symboles, des blasons, des écus, des logos, donc, au sens moderne, aussi éblouissants que les nôtres. Mais nous n'avons pas vu de bateaux japonais, chinois, indiens, en rade de Brest ou d'Honfleur, etc. Ils sont restés dans leur région. Nous n'avons donc pas eu connaissance de cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque M. Toshiba, Honda, Mitsubishi veut exporter ses produits, il doit absolument, et c'est valable pour les Chinois, et ce sera aussi valable aussi pour les Chinois demain, utiliser l'alphabet romain, qui a été celui exporté par nos ancêtres, et puis le sens de nos couleurs, dont nous allons revenir sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Grâce à ces ancêtres, je peux faire un commerce de design et d'identité de marque au Japon, par exemple, parce que c'est la référence. Alors, vous voyez que je fais le pont
directement entre l'histoire et le présent, parce que ce pont-là, il n'existe pas dans l'identité de marque. C'est un leurre. Quelle différence entre des blasons que l'on voit là, et puis notre symbole et graphisme Renault, donc notre logo Renault, ou alors une traduction directe pour Peugeot, même si ça a été modernisé. Hein, parce que ça fonctionne de la même façon. C'est tout à fait là, nous avons un logotype qui est figuratif, celui de Renault est plus abstrait, celui de Peugeot est figuratif, celui de Citroën est abstrait, etc. On peut voir ça, mais c'est deux grandes familles en réalité. Ça n'a pas tout à fait le même sens. L'image, mais là, les deux ont des images, parce que dans l'automobile, il y a toujours des images, héritage de toute la tradition héraldique de la chevalerie, etc. Du cheval, qui s'est transformé, on a remplacé le cheval par un moteur, mais c'était la même symbolique. Puis après, on a remplacé la carrosserie en bois par une silhouette de voiture, mais c'était encore toujours la même histoire symbolique. On n'a pas changé. La moto, et la moto encore davantage, avec des ailes, avec tout ça, des chevaliers là-dessus. Alors on pourrait se dire, mais tout ça c'est un peu bizarre quand même, pourquoi passe-t-on tant de temps à créer des symboles, des formes? On pourrait franchement s'en passer. Ça me gênerait, moi, bien sûr, mais cela dit. Mais parce que vous voyez, quand je vous mets une photo comme ça d'une foule, ça n'a aucun sens. Si je mettais Vive la CGT, Abat Sarkozy, etc., là, ça donne un sens à la foule. Du coup, elle a un sens, une direction. Mais voilà, ça sert à ça, une identité de marque. Ça sert à donner une direction à une masse. C'est la meilleure façon de communiquer à une masse. Masse n'étant pas négative dans mon esprit. Eh bien, vous voyez, ces gens, ils sont venus chercher ça. Ils sont venus chercher un logotype. Hein. Ce chef d'entreprise, une entreprise plutôt florissante au fond, déjà ancienne, ouvre sa fenêtre. Moi, je ne sais pas si un jour Carlos Ghosn pourra faire ça. Hein. Il ouvre sa fenêtre et puis il va dessiner le logo de son entreprise. Et les gens vont s'agenouiller, etc. Oui. Alors, j'ironise un petit peu, mais la vérité, c'est ça quand même. Hein. C'est-à-dire que ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait devant toute cette foule? Et pourquoi est-ce que ça a autant de répercussions? Pourquoi ça a autant de répercussions? Alors, ça n'a rien de raisonnable, ce que je vais vous dire. Hein. Et parce que là, le pape, il dessine donc ce qui est universel chez l'homme. L'axe vertical, ce qui relie les idées d'en haut, on a vu tout à l'heure. Hein. Les dieux, les esprits, on ne sait pas bien. Hein. La lune bizarre. Et puis ce qui réunit le sol, l'homme, ou même encore un peu plus loin, c'est les choses sombres, la grotte, le trou, la sexualité, enfin que des choses horribles. Hein. Donc c'est un axe abstrait. Toutes les idées abstraites sont sur cet axe-là. L'homme cherche sa verticalité sur le plan philosophique. Hein. Et puis, on parle de symbolique d'espace, là, hein, qui est universel. Puis il y a cet axe qui est horizontal, l'horizon. L'horizon, c'est du concret, ça sépare deux éléments, la mer, de l'eau, l'eau du ciel, etc. L'horizon, la ligne d'horizon, la montagne, de la prairie, etc. L'horizon. Avec, en Occident, ça marche dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour vous, c'est comme ça. Hein. Comme ça. Je pars à gauche, c'est la naissance, c'est la mère. Elle met l'enfant au monde. Et puis après, cet enfant, il faut qu'il avance sur cette ligne, et au bout, c'est la mort. Et le rôle du père, c'est de tirer l'enfant sur la ligne, jusqu'à un certain point, évidemment. Alors, vous voyez, entre cet axe concret, cet axe abstrait, eh bien, nous sommes au milieu, parce qu'on est toujours là, le jour présent, l'instant présent. Ça, c'est le passé, ça, c'est le présent au milieu, et c'est le futur. Mais il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est le présent. Le futur n'existe pas encore, le passé, ce que je viens de dire, est déjà fini. Donc, vous voyez qu'en réalité, ça bouge toujours. Et cette croix, elle a donc un défaut, c'est qu'elle exprime quelque chose qui est fort, l'orientation, qui permet à l'homme de survivre, le nord, l'est, l'ouest, etc. Il faut qu'il se repère, c'est les points cardinaux. Mais elle est statique. Il lui manque donc quelque chose pour être très universel. Eh bien, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre des petites ailes. Et puis là, cette croix, elle se déplace dans l'espace et dans le temps. Alors, c'est cette fameuse svatika, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que la recette par rapport à la place de Rome, c'est la même chose. Vous avez un gourou
vous avez une foule, un symbole, de la musique, on ne voit pas ici bien sûr, et puis des couleurs, une couleur forte. Parce que c'est ça, la recette de l'identité d'une marque. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans le cas de l'utilisation des symboles, parce que Hitler, qui est un roi de la communication, certes c'est le diable, mais sur le plan purement de communication, c'est remarquable, il a utilisé toutes ces recettes. Alors la svastika, qui est un symbole de vie, puisqu'au départ, on pense, probablement que c'est ça, c'est des crocodiles, là c'est des hippocampes, qui ont croisé, symbole de fécondité, de vie, etc., qui s'est transformé en croix. Mais voyez qu'elle tourne à l'origine dans le sens du soleil, elle tourne comme ça. Hitler l'a réorientée autrement. Et dans les traditions anciennes, quand on l'oriente dans ce sens-là, c'est symbole de mort. Est-ce que ça a été fait volontairement ou non? Ça, je ne trouve pas la réponse. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, cette croix nazie n'est pas orientée dans le sens habituel de la svastika traditionnelle. Et c'est là qu'elle a été prise pourtant. Alors l'intérêt de créer des signes comme le vôtre, qui est un signe fort, c'est que c'est une façon d'émerger de tout ça aussi. Chaque jour, en Europe, en moyenne, avec ce que comporte un peu de stupide les moyennes, mais au moins on peut avoir un repère, nous recevons 800 mots différents, 2000 panoramas visuels, 20 000 stimuli visuels, donc des fragments d'images, des flashs, des impressions, etc. Et puis 150 marques, c'est là où ça nous intéresse, bien sûr. 150 marques différentes. On croise à peu près ça dans une journée. Et le soir, on peut péniblement en restituer, péniblement, 10. Donc notre rôle à tous, c'est évidemment d'être le plus souvent possible dans les 10. Quoi. Et comment faire? D'abord, comment sait-on et comment ça fonctionne un signe quand on l'a devant soi? Comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on le reçoit? Je vous ai pris là un exemple qui passe de mode maintenant au fond. Marlboro. Oui, je connais, oui, j'ai l'image en tête. Oui, bien sûr, j'ai l'image en tête. J'ai l'image en tête, si ce n'est que votre cerveau, c'est pas comme ça qu'il voit Marlboro. Il décode comme ça, d'abord des masses de couleurs, avec des formes générales comme ça, donc pointu, rouge, puis ça c'est la marque qui est ici, c'est le logo, et là c'est la zone blanche qu'on a vue. Et il conceptualise cela, c'est-à-dire qu'il dit rouge plus noir dans ces proportions qu'on a vues, plus blanc dans le domaine des cigarettes, parce qu'il faut une notoriété, il faut une antériorité. Pour une marque nouvelle, il faut créer. Tout. Dans les marques nouvelles, oui, alors là, c'est Marlboro. Donc, non, ça se fait bien sûr instantanément, tout ça. Mais c'est intéressant pour nous parce que ça signifie qu'il ne faut pas faire trop joujou souvent avec des codes visuels. Parce que sinon, vous êtes obligé de réancrer dans l'esprit des gens vos symboles. Alors que nous savons que neurologiquement, plus le message est le même, plus le sillon qui relie l'information et la réponse, qui est c'est Marlboro, plus c'est fréquemment parcouru, plus le sillon est profond, plus ça va vite. D'où la difficulté de faire évoluer des marques et la prudence qu'on doit avoir. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons, nous, à notre disposition pour traduire ça? C'est tellement important, ça, c'est fondamental. On n'a pas grand-chose. On a des couleurs, c'est quand même pas rien, bien sûr, des formes, des mots, et puis des matières ou des effets matières. Des matières quand on travaille sur des produits, des volumes, des packaging, des objets, mais quand on parle d'identité visuelle, on a un effet matière, on donne un effet chromé, par exemple. Voilà, donc les matières. Couleurs, formes, mots, matière, et c'est à peu près dans cet ordre-là décroissant, autant qu'on puisse le dire. Alors évidemment, pourquoi est-ce que les petits-enfants de 0 à 3 ans font à peu près les mêmes dessins dans le monde, où qu'ils soient dans le monde? Parce que notre cerveau se constitue, se crée là. Et l'identité visuelle s'adresse à notre système nerveux. Ça ne s'adresse pas à notre raison. Jamais personne va vous donner son opinion sur le logo de Renault. Il le perçoit. Un logo, ce n'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être perçu. Et déclencher quelque chose, décoder, ouvrir des petites portes. Donc l'enfant, quand il naît avec
du noir dans les yeux, puis après il va commencer à distinguer des zones d'ombre, des zones de lumière, et puis du gris, et puis il va étalonner ses couleurs progressivement, avec la petite voiture jaune, la voiture bleue, etc. Il va distinguer les couleurs. Puis il va distinguer des formes. Bien sûr, je ne parle pas de l'odorat, de toucher, qui sont d'autres sens, que je ne travaille pas là. Donc progressivement, il apprend cela. Et à 3 ans, c'est fini. C'est built-in, tout ce qu'il a appris. D'où la nécessité que l'on connaît aujourd'hui, qui est de montrer le plus de choses, d'exposer l'enfant à le maximum de choses jusqu'à 3 ans. Après, il va falloir qu'il apprenne à écrire, à compter, etc. Et ça, il y a quand même un petit terrien sur 2,5 qui ne sait ni lire ni compter. Alors que tout le monde sait porter un jugement sur les couleurs, sur les formes, etc. Nous sommes, je ne sais pas, peut-être 70 ici. Je dirais qu'il y a 70 designers. Il y a 62 300 000 habitants en France. Il y a 62 300 000 designers en France qui disent « Ah, moi j'aime beaucoup la nouvelle Modus. Ah, elle est jolie. Ah non, moi j'aime pas tellement l'arrière. Ah, puis la Laguna, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, non, moi j'aime pas les couleurs. » Voilà. Tout le monde a un jugement. Parce que nous avons étalonné nos propres goûts là-dessus. Hein. Alors, après, notion de bon ou mauvais goût, ça c'est une autre notion. Mais l'élément très important, le plus différenciant, le plus discriminant, spontanément, c'est la couleur. Alors ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Et alors la couleur, en plus, on s'est aperçu de quelque chose, c'est qu'elle émettait des ondes, des longueurs d'onde différentes, d'infrarouge à l'ultraviolet, donc infrarouge on ne voit pas, ultraviolet on ne voit plus, puis entre les deux, il y a des couleurs. Et qu'il y a des scientifiques qui se sont amusés à faire des rapprochements avec les longueurs d'onde émises par les différentes parties de notre corps et les longueurs d'onde des couleurs. Ainsi, on a le violet ici, le bleu là, le rouge là, l'orange jaune au plexus solaire. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Sachons simplement que cette relation existe. Et alors ça me rappelle une émission que j'ai faite pour France 2, Envoyé spécial, où là on m'a dit, eh bien, ce serait bien que vous puissiez nous montrer que dans un supermarché, dans un hypermarché, nous sommes manipulés par les couleurs, par les formes, etc. Comme nous sommes manipulés partout. Hein. Mais victimes consentantes. On ne parle pas de viol, là. Alors, j'ai dit, bah, écoutez, allons dans un supermarché. Nous sommes allés sur un hypermarché, chez Carrefour, dans la région parisienne. Et puis, j'avais maquillé des gammes de packs de 4 yaourts nature dans un joli bleu ciel. Bien sûr, masquer les marques. Hein. Et parce que c'est un produit que font en France, qu'on consomme très couramment, on ne discute pas d'un yaourt nature. Et puis, d'autres, les mêmes, même date de fraîcheur, etc., dans une couleur qui n'est pas bien reproduite ici, pas du tout, parce qu'elle est difficile à reproduire, mais c'était une couleur de cacadois, de vomi, enfin, vous voyez, des couleurs bon, pas appétissantes du tout. Et donc, le réalisateur me dit, bon, maintenant, on va tourner, on va prendre 20 clients, parce qu'à cause de la durée de l'émission, on prend 20 clients au hasard qui passent, on dit, c'est gratuit aujourd'hui, les yaourts. Mais, et on va voir s'ils vont prendre. S'ils vont prendre spontanément en tête de gondole les bleus ou les couleurs cacadois. Au moment de tourner, j'ai dit, écoutez, là, franchement, pourquoi est-ce qu'ils iraient vers un yaourt qui a une couleur de vomi dégueulasse, tout ça? Ils vont tous aller là, on ne va rien prouver. Moi, je vous propose que vous les fassiez goûter. Ah, alors là, on est dans le rationnel, hein, c'est le meilleur. On goûte. Oui. Alors, on a ouvert des pots, des petits cuillères en plastique, et on a fait goûter les 30. C'était 30. Les 30. Eh bien, sur les 30, il y en a 29 qui ont dit que celui-ci était plus doux, plus onctueux, probablement biologique, moins acide. Hein. Enfin, bref. Hein. Et puis, il n'y en a qu'un seul qui a préféré celui-ci, et je le vois encore parce qu'il ressemblait à Balladur. Hein. Et il a fait pendant ce temps, bah pour moi c'est un peu pareil, quoi. Bon, allez, pourquoi pas celui-ci? Et c'est lui qui avait raison, c'était les mêmes. Hein. Alors, voyez donc, la couleur, ça a un goût, ça a une... Vous lancez des gammes de voitures, vous lancez des concepts rigolos, tout ça, on va dire, ben, avec un concept sympa, jeune, on va mettre des couleurs, tout ça. Puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ce n'est pas les couleurs-là qui vendent. On retombe vers des couleurs, bon. Ah oui, mais c'est ça. Hein. La couleur nous domine. Ce n'est pas nous qui dominons la couleur. Pourquoi les banquiers dans le monde entier sont habillés avec la même couleur, c'est-à-dire
pas de couleur, pour ainsi dire. Pourquoi les Parisiens sont tous en noir en ce moment? Pourquoi les designers se croient obligés d'avoir un col roulé noir et puis une tenue sombre? Hein? Je ne sais pas. Montrez-moi la loi qui oblige les banquiers, comme ça, à ne pas s'habiller en rose avec des nœuds papillons verts. Et la couleur, aujourd'hui, on a beaucoup moins de liberté que fut un temps. Regardez la tenue des hommes, par exemple. C'est étonnant, notre rapport à la couleur. Il y a des tas de marques chaque saison qui disent « Ah, c'est la fin du noir, etc. » Et puis « Vivez en couleur, la vie est trop triste. » Ah oui, justement, ça floppe, on retombe toujours. Et les vitrines, c'est toujours les mêmes. Il n'y a que le sport qui nous libère de la couleur. Alors vous avez un PDG d'une grande société qui est toujours dans sa tenue standard, classique, etc., qui lui a coûté très cher, parce qu'il n'est pas question, il est sérieux et tout. Puis le week-end, vous allez le voir avec du rouge, des rayures jaunes, etc., faire son jogging. Parce que là, on est sur un autre registre. Donc, la couleur, en fait, nous domine. C'est là la difficulté de la chose. On attribue aussi, par exemple, les femmes sont plus libres avec les couleurs. Elles ont droit. Mais très longtemps, la femme, c'était pas sérieux, donc elle pouvait s'habiller de n'importe quelle façon. C'était le côté... Et l'homme, fallait qu'il soit sérieux. C'était le bourgeois qui avait pris le relais des nobles, etc. Donc, il avait un besoin de se justifier. Et les produits féminins sont effectivement pleins de couleurs. Alors que quand on est sur des gammes typiquement masculines, alors là... Je me rappelle avoir lancé le rouge pour Vichy Homme, Basique Homme de Vichy. C'était la première ligne cosmétique pour hommes. C'est pas vrai d'ailleurs, c'était la seconde. Rouge, et L'Oréal m'a dit « Mais ça va pas, rouge. Rouge, c'est quand on se coupe en se rasant, c'est du sang, c'est rouge. » Je dis « Oui, mais écoutez, le matin, quand vous vous levez, vous avez besoin d'énergie. Hein. » Oui, d'accord. Bon, le matin, le rouge, c'est énergique, c'est la vie. On va le voir d'ailleurs. Bon, vraiment, ils l'ont lancé, mais ils ont été numéro 1 européen pendant plusieurs années. Et la première ligne, ça c'est une petite parenthèse, mais vous voyez quand même l'aspect émotionnel des achats. La première ligne cosmétique masculine, anti-rides, c'est Biotherm Homme. J'ai dû lancer ça pour L'Oréal, avec la fameuse petite vague, tout ça, bon, je l'ai créé il y a quelque temps déjà, pour L'Oréal en je ne sais plus quand. Mais c'était la première ligne vraiment cosmétique pour anti-rides, etc. Alors on a lancé, on met anti-rides, comme vous voyez plein de produits aujourd'hui, anti-rides, machin. Dans les tests, on s'est ramassé, c'est pas possible. Jamais un homme n'aurait osé demander à son vendeur, au pharmacien, donnez-moi un produit anti-rides Biotherm. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, vous voyez, on peut l'écrire comme ça. On avait mis des petites lignes verticales et on avait mis les textes verticaux, comme ça. On avait mis anti-rides et ici on avait mis actif R, R pour rides. Et là, le produit a décollé. Vous voyez? Comme quoi, il y a des petites barrières qui sont purement psychologiques. Où était le territoire de la marque, là? Alors, on va passer un peu de temps sur les couleurs, parce que les couleurs, c'est l'essentiel de l'identité visuelle. Fréquemment, on me demande le sens des couleurs dans une interview, etc. Bon, quelle couleur, etc. Parlez-nous des tendances, machin. Bref. Alors, justement, quand il y a des couleurs qui sont à la mode, bon, les caprices de la mode, ça dure une saison. Je ne sais pas, le vert va être à la mode. Bon, allons-y pour le vert. Qui a initié ça, on ne sait jamais. C'est comme ça. Mais si je m'habille en vert parce que la mode est au vert, on va dire, tiens, le papy, il est bien, il suit les tendances. Autrement dit, moi, j'utilise le vert quand je travaille sur des produits destinés aux jeunes. Enfin, j'utilise le vert, j'utilise les couleurs qui sont à la mode. Même si ça se démode très vite, c'est pas grave. Un packaging pour les produits d'enfants, etc., la moyenne de vie, c'est 9 mois. C'est-à-dire que vous savez que les vedettes des Star Academy, tout ça, toutes ces choses-là. Donc ça se tourne très très vite. Si c'est la couleur flashy à la mode, on y va avec la couleur flashy. Oui, mais le vert, d'accord, admettons que ce soit la mode. Mais le vert, c'est l'écologie aussi. Ça fait quand même près de 20 ans maintenant que c'est un mode d'écologie. Pourquoi d'ailleurs? Ça peut être le bleu ou le marron, couleur de la terre. Bon, c'est le bleu, ok. Ah oui, alors là, parce que ça a pris un sens sociétal, c'est sociologique, c'est-à-dire que et là c'est une affaire de génération. Le vert peut être à la mode, mais il peut avoir un autre sens si il dure sur plusieurs générations, c'est donc sociétal. Ah oui, mais le vert c'est l'islam. Là c'est un sens culturel, c'est question de siècles.
Oui, mais le vert, c'est la renaissance sur le plan archétypal. Alors là, on est à l'aube de l'intelligence humaine et et là, on travaille sur des identités. Donc j'utilise le sens universel des couleurs quand je travaille sur des identités mondiales. Le jaune, qu'est-ce que ça veut dire profondément, d'une façon archétypale et universellement? Parce que plus nous descendons, plus nous partageons la valeur des couleurs. Là, la mode, ça peut être la mode à Paris ou en Europe, et puis mais pas forcément au Japon ou en Australie. Alors que le sens archétypal, quand on analyse et qu'on regarde tous les textes sacrés, les œuvres très anciennes, on s'aperçoit que la mort, la vie, la fécondité, ça, c'était les mêmes couleurs. Puisque le professeur, c'était la nature. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter un peu sur le sens profond des couleurs. Quand on voit le rouge, par exemple, si on est en Occident ou en Orient, ben on va voir quoi? Le rouge, sexe, sexe, passion, passion, amour, amour, énergie, énergie, bonheur. Ça veut dire en Asie, le bonheur, c'est peut-être un petit peu tout ce qui est au-dessus, c'est pas bête après tout. Hein? Donc en Chine, le rouge, c'est une couleur qui porte bonheur. Mais là, c'est donc une couleur qui veut dire vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, vie. C'est-à-dire que je suis un homme premier, je ne vais pas dire primitif, premier, et je tue un animal, il y a du rouge qui sort, il n'y a plus de rouge, l'animal ne bouge plus. Un enfant naît, je ne sais pas très bien pourquoi il naît. Il naît dans du rouge, et ainsi de suite. Associé, je me blesse, du rouge sort. Associé la vie, le battement du cœur, la vie au rouge, c'est normal. Ce n'était pas la peine que je fasse. Parce que pour arriver à tout cela, j'ai fait des études sur les livres les plus anciens, les œuvres artistiques anciennes, etc., dans la civilisation amérindienne, anglo-saxonne, latine, chinoise et japonaise. Et voilà ce que ça donne. C'est évident, au fond. C'est du bon sens. C'est la couleur la plus utilisée par les hypermarchés, le rouge. Il y a très souvent du rouge dans leur symbole. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais très souvent. Alimentation, ici le rouge. Et puis vous avez l'orangé, qui n'est pas comme le rouge qui attire mais qui repousse le battement. Et puis qui est entre le jaune aussi, mais le jaune n'a pas l'éblouissement du jaune, c'est une couleur où on est bien dans l'orangé. Et voilà ce qu'on trouve en Occident. Stimulation, joie, confort, chaleur naturelle, confort. C'est une couleur de bien-être, c'est le bronzage, c'est une couleur d'un équilibre. Alors, l'oranger peut être à la mode par des décorateurs ou non. On ne parle pas de ça. On parle du sens profond. C'est le soleil, la couleur du soleil quand il ne brûle pas. Et puis on a une couleur qui fait ça. Couleur qui rayonne, qui est le jaune. Alors on a la lumière, l'intelligence, la royauté, l'éternité, l'or, voilà ce qu'on trouve. Mais lumière au sens aussi intelligence, qu'on dit que ce n'est pas une lumière, voilà ce que ça veut dire. La lumière, la royauté, celui qui possède l'or, c'est celui qui a le pouvoir, l'éternité, parce que c'est la lumière, etc. Donc on trouve ces valeurs-là qu'en Orient, pouvoir, clarté, or, richesse, c'est donc une couleur d'expansion. Le roi soleil, qui a eu vraiment l'intelligence de choisir une symbolique très forte. Mais regardez dans vos livres d'histoire, tous les hommes puissants dont on se souvient ont une symbolique forte. Dans notre époque contemporaine en France, vous avez un dernier grand homme, c'est Charles de Gaulle, il avait bien un symbole. Hein. Et puis des Napoléons, et puis des empereurs et des pharaons, etc. Il y a toujours eu un symbole fort associé à un personnage fort. Parce qu'il n'y a pas d'association, pas de mouvement philosophique, pas de société sans signe. Sans drapeau. Drapeau étant fédérateur. Après, nous avons la première couleur froide, puisque les couleurs avant sont des couleurs chaudes, on prétend qu'elles accélèrent le rythme cardiaque. Les couleurs froides arrivent, et la verte, la couleur la plus utilisée par les assurances dans le monde. Avec cette anecdote qui est vraiment époustouflante, puisqu'au début du siècle passé, à New York, il y avait une grève des dockers, qui considéraient qu'ils en avaient marre, c'était trop lourd, les bagages, etc. C'était pas assez nombreux. Et puis, il y a un farfelu ou un sage qui est passé par là et il a demandé à ce qu'on peigne tous les colis, etc. en vert, et la grève a cessé.
Alors le vert, c'est en Occident la renaissance, l'espérance, la détente, le printemps, la naissance, la jeunesse, la détente, le printemps. Vert comme l'espoir, hein. Vert, la jeunesse, etc. Mais voyez, quand on réfléchit 2 secondes, nous sommes, il y a quelques années, quelques millénaires, on n'a pas d'explication rationnelle à tous ces phénomènes dont on parle, mais on observe. Et puis c'est l'hiver. Il fait froid, les nuits sont longues, il y a du danger donc, il n'y a plus de nourriture. Est-ce qu'on ne va pas vers la fin du monde? Parce que je n'ai pas d'explication. Et puis, progressivement, le vert s'installe et les animaux apparaissent et la température monte, etc. Ça renaît. Comment ne pas associer sur toute la planète le vert à la renaissance, la vie qui repart, la jeunesse? Le bleu, la couleur la plus utilisée dans le monde, parce que c'est la planète bleue, et c'est la plus utilisée sur le plan business par les banques. C'est aussi casque bleu, symbole de paix, très souvent associé aussi au blanc pour exprimer la fraîcheur absolue, et puis le ciel bleu, l'infini, l'espace, etc. Donc, en France, la couleur de la France, c'est le bleu. Alors on peut dire, tiens, pourquoi? Mais oui, mais allez, les bleus, etc., l'équipe bleue, c'est parce que c'est la couleur la plus proche de la hampe. Et la couleur du pays, c'est toujours la couleur la plus proche de la hampe du drapeau. On voit cela, espace, fraîcheur, froid, mer, calme, air, passion, calme. C'est une couleur de maturité. Ce sont des gens raisonnables, les gens du bleu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en Occident, mais l'Occident qui va loin, hein, c'est la couleur déclarée, préférée des gens, à 50%. Après, arrive le vert, et puis le rouge pour 10%. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils achètent tout en bleu, vous êtes bien placé pour savoir, à 50%. Hein. Mais quelle est ta couleur préférée? Ah, moi, c'est le bleu, 1 personne sur 2. Arrivent ensuite des couleurs maudites. Maudites sur le plan de l'identité de marque, s'entend. C'est-à-dire qu'on trouve très peu de marques dans les coloris comme cela. Les violets, l'indigo, parce qu'en Occident, c'est symbole de sagesse, de spiritualité, deuil, je n'ai pas dit mort, j'ai dit deuil, d'aristocratie. En Orient, c'est aussi la noblesse, la cour, la tristesse. Donc c'est une couleur qui n'est pas pour le mass market. Elle est distanciatrice. Elle prend du recul. Et il y a très très peu de marques violettes ou indigo, etc. Il y a Waterman, il y a Silkut, les cigarettes, enfin bon, c'est difficile d'en citer une vingtaine. Donc ce n'est pas une couleur qui parle véritablement. Alors, je parle du noir, mais le noir n'est pas véritablement une couleur sur le plan physique, mais bon, malgré tout, en identité visuelle, c'est utilisé, et vous avez du noir dans votre marque. Alors, le noir, c'est une couleur que les bourgeois ont mise en valeur quand ils ont pris le relais des nobles, les romantiques également, de façon à gagner une sorte de légitimité. C'est le juge suprême, c'est l'arbitre, c'est le prêtre, symboliquement, puisque maintenant il n'est plus en noir. C'est le maître, le chef d'orchestre, le chef, celui... On ne peut pas aller au-delà du noir. Hein. Le rêve étant de créer la tulipe noire, la fleur noire absolue. C'est ça le challenge. C'est la mort. Quand la mort signifie qu'il n'y a plus rien après, c'est le trou, quoi. Alors que dans d'autres régions, c'est le blanc. Oui, mais dans ces régions-là, la région où le blanc est symbole de mort, c'est que la mort n'est pas symbole de fin. Il y a la réincarnation, il y a la purification. C'est comme un baptême. Et le blanc, c'est la couleur de la virginité, de la pureté, de la paix. On l'a vu aussi tout à l'heure, le drapeau blanc, hein, paix, on se calme, on arrête. Hein. La couleur blanche pour les mariés, c'est très récent, puisqu'au Moyen-Âge, elles étaient en rouge, symbole de vie, vitalité, fécondité. Regardez ça aussi, c'est intéressant, parce que quand le TGV a voulu exprimer la vitesse, il était rouge-orangé, et puis aujourd'hui, il veut exprimer la sécurité, le confort, etc., la technologie, il est, j'allais dire blanc, enfin aluminium, qui est une interprétation du blanc. Et dans le transport aérien, où consciemment, inconsciemment, on doit absolument rassurer,
vous avez, enfin à ma connaissance, ça existe peut-être, mais pas d'avion rouge, pas d'avion avec des couleurs agressives. Mais au contraire, tout cela, c'est toujours des couleurs en général c'est blanc, hein, blanc, gris, etc. Alors bien sûr, les logos dessus apparaissent en couleur, mais ça c'est autre chose, c'est l'identité visuelle. Et puis tous les Shinkansen japonais sont blancs, blancs, blancs. Parce que pour eux, c'est pas tant la vitesse, certes c'est la vitesse, que le confort. Hein. Les TGV japonais sont aménagés comme des avions en vérité. Et voyez, le langage d'Apple, qui a été de casser des codes. Moi, j'ai des appareils qui mettent l'informatique à la portée de tout le monde. C'est simple, avec moi, c'est convivial. Eh ben, c'est blanc. C'est pas technologique, c'est blanc. C'est confort, c'est rassurant. Absence de complications. Vous voyez, donc, on va en finir avec la couleur, mais c'est un message très important, parce que la couleur s'adresse directement à votre inconscient. Et ça passe pas par votre raisonnement. Un deuxième langage qui est très important aussi, parce qu'il n'est pas rationalisé non plus, c'est la forme. Alors je ne parle pas de la forme de vos produits, ça c'est un métier, c'est autre chose. On est dans l'identité d'une marque. Alors c'est simple pour nous, puisqu'il y a 3 formes de base. Il y a le triangle, auquel est toujours associée une idée d'élévation. Si je vous demandais de dessiner un triangle, vous feriez tous un triangle pointe en l'air. Bon, donc on part de la base qui est bien posée sur le sol et puis on s'élève. C'est les pyramides qui permettaient d'élever le corps des âmes, etc. Puis c'est le triangle maçonnique, enfin, c'est tout ce qui est lié, on va dire, à la spiritualité, est très fréquemment symbolisé par un triangle, la Sainte Trinité. Le carré, ça c'est la chose finie, c'est le travail de l'homme. On trouve très peu de carrés dans la nature, hein, le carré pur, très très peu. Alors il y a le carré long qui est le rectangle, et le carré court qui est le carré, qu'on connaît. Et là, symboliquement, ça c'est le travail de l'homme. C'est pour ça que nos anciens représentaient toujours la Terre sous forme d'un carré, non pas parce qu'ils pensaient qu'elle était carrée, ils savaient bien qu'elle ne l'était pas puisqu'ils voyageaient, mais parce que ça voulait dire que le monde de la Terre était fini, ce en quoi ils n'avaient pas raison. Et puis le cercle, qui est symbole, c'est l'œuf, c'est la planète, c'est la Lune, le Soleil, c'est tout ce qui tourne, c'est l'évolution, c'est la vie. Alors, les couleurs, les formes, quand elles sont associées, c'est un langage imparable. Vous ne pouvez pas changer. Imaginons que je sois encore du temps béni où dans les stations-service, on m'offrait des petites soucoupes et des petites tasses en arcopale avec des fleurs en vitrophanie. Imaginons que je sois un fanat de ça. Tout peut arriver. Donc, je suis sur l'autoroute dans ma nouvelle Laguna GT. Je file, je double sans problème puisque mes roues font tout le travail pour moi. Je suis en parfaite sécurité, je suis fier de moi. Mais ce n'est pas ça que je cherche mes petites assiettes en arcopale. Donc, je passe devant toutes les stations-service et je vais m'arrêter à celle-ci. Parce qu'automatiquement, je sais que là, j'y ai droit à ma petite prime. Si je passe devant ça, un facétieux à changer les couleurs, je ne m'arrête pas. C'est sûr, je passe tout droit. Rappelez-vous, une marque, ça ne se lit pas, ça se perçoit. Donc là, je ne perçois pas Shell. Si ce n'est que, juste au moment de passer, il y a mon cerveau droit, celui qui sait lire, celui qui cherche toujours le pourquoi des choses, à dire « T'es sûr? Moi, j'ai lu Shell pourtant. » L'autre, l'émotionnel, le féminin, va dire « Ça ne va pas. » Quand même, moi je sais. Puis d'abord, c'est moi qui décide. On passe. Et puis mon cerveau droit va faire que, à la session suivante, je vais m'arrêter, je vais demander mes petites soucoupes qu'on ne va pas me donner. Parce que là, j'ai tous les signes de Shell, excepté les mots. Mais vous voyez, les mots viennent en numéro 3, au niveau de la puissance de l'évocation, de la marque. Alors les mots, c'est-à-dire les marques, hein, tout ce qui signe, tout ce qui écrit la marque, hein, ben les mots, ils peuvent nous jouer des tours. Hein. Bon, il y a celui-là d'abord, mais je suis sûr que pour vous, c'est 100%, c'est pas 55%. Hein. Mais regardez ça. J'ai créé une marque, qui existe d'ailleurs aux États-Unis, mais bon, là, j'ai créé une marque, Champ, qui peut être ce que vous voulez. On va dire des biscuits, par exemple, ou une banque.
On va dire une banque, ça fait plus sérieux quand même. Une banque. Bon. Et quand je suis dans certaines universités et que j'ai du temps devant moi, je dis, bien écoutez, prenez une feuille de papier et puis dites-moi quel est le profil des clients de cette banque, le profil des clients de cette banque-ci et de l'autre là-bas. Je ramasse les textes comme ça. Et en général, il y a 3 catégories bien différentes et c'est très cohérent à l'intérieur de chacune. Il y a vraiment, c'est très très cohérent, ce qui veut bien dire que